Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au moment où nous devons nous prononcer sur la loi sécurité globale portant un continuum de sécurité et soutien aux forces de l'ordre, des actes inacceptables ont été commis place de la République. Face à une occupation de l'espace public illégale, pour politique, voire provocatrice qu'elle soit, il a été fait un usage ostensiblement disproportionné de la force. Or, vous le savez, l'article 24 de cette loi suscite des craintes. Crainte que la légitime protection des policiers ne s'accompagne d'une illégitime restriction de la liberté d'informer. Nous nous félicitons qu'à la demande du président Castaner, vous ayez accepté de modifier cet article pour en fixer le cadre et les limites. Mais alors confrontons-le aux faits. Si nous votons cette loi, les journalistes pourront-ils filmer et diffuser les images comme ils l'ont fait hier soir? Si nous votons cette loi, pouvez-vous sanctionner, comme c'est nécessaire, ceux qui sur le terrain et dans la chaîne de décision n'ont pas été dignes de l'uniforme républicain, risquant ainsi de nourrir l'opprobre détestable que certains s'acharnent à jeter sur leur profession? Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale doit protéger ceux qui protègent nos libertés. Vous devez nous assurer qu'à cette bienveillance correspondra l'exigence qu'aucune de ces libertés ne sera entamée, y compris celle de blâmer. Monsieur le Premier ministre, la représentation nationale attend la parole du chef du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, merci de me donner devant la représentation nationale l'occasion de m'exprimer sur cette proposition de loi très importante portée par les députés Fauvergue et Toureau, que je salue et dont je salue l'engagement, dite de sécurité globale. Je le dis tout de suite pour le gouvernement, ce texte est un excellent texte visant à améliorer la coordination des forces de sécurité, à améliorer l'efficacité des polices municipales, dont je rappelle le rôle essentiel, notamment lors de l'attentat de Nice, à bien encadrer l'intervention des forces de sécurité privées et à créer, en accord avec Madame la maire de Paris, une police municipale à Paris, ce qui est un événement tout à fait significatif. C'est un texte attendu par les maires, c'est un texte nécessaire pour tous nos concitoyens. C'est un texte, vous l'avez dit, Monsieur le Président, qui vise également à renforcer la protection que nous devons aux forces de sécurité. Tel est l'objet de l'article 24, objet, Monsieur le Président, de votre question. Je voudrais d'abord dire de la manière la plus claire à la représentation nationale qu'il n'a jamais été, qu'il n'est pas, qu'il ne sera pas dans les intentions du gouvernement de porter jamais en quoi que ce soit atteinte à la liberté de la presse, à la liberté d'expression et au fondement de la loi de 1881. Il s'agit là de procès d'intention totalement infondés. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Il n'est pas question, vous l'avez dit, monsieur le député, d'empêcher quiconque de filmer ou de diffuser des images permettant d'éclairer un fait ou un événement à caractère public. Ce n'est pas ça l'article 24. Et d'ailleurs, je l'expliquerai aux syndicats de journalistes et aux représentants de la presse que je recevrai dès cette semaine. L'intention de cet article 24 est de protéger nos forces de sécurité à qui je rends hommage, non pas contre toute diffusion d'images, mais je cite, contre la diffusion d'images assorties de messages portant manifestement atteinte à l'intégrité de nos fonctionnaires de police et de gendarmerie. Nous devrions tous être regroupés derrière cet objectif, car vous savez bien que ces pratiques existent et on peut avoir des conséquences dramatiques. Nous avons déjà, et j'en remercie la représentation nationale,
amender ce texte sur proposition du gouvernement. Je ne doute pas que les débats parlementaires qui vont encore se poursuivre permettront de l'améliorer davantage et de clarifier ce qui mérite encore de l'être. Pour que ne subsiste, mesdames et messieurs, pour que ne subsiste aucun doute sur notre ferme intention d'assurer l'indispensable protection de nos forces de sécurité dans l'entier respect de nos libertés démocratiques et de l'état de droit, je vous annonce que je saisirai moi-même le Conseil constitutionnel sur l'article 24 au terme du processus législatif. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Brigitte Kuster. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, des millions de Français sont dans une situation catastrophique. En effet, parallèlement aux crises sanitaires et économiques, s'ajoute une violente crise sociale qui frappe en priorité ceux qui sont déjà les plus fragiles. Le Secours catholique l'a d'ailleurs pointé. L'année 2020 se traduira par une dégradation du niveau de vie des Français, et en particulier des plus pauvres. Tout laisse donc à penser que l'aide alimentaire atteindra cette année de nouveaux records. Nous devrions même dépasser les 10 millions de personnes concernées par la pauvreté. Ce chiffre est particulièrement inquiétant et il vient s'ajouter aux 300 000 personnes sans domicile fixe, soit le double d'il y a 10 ans. De manière assez inédite, l'aide alimentaire va cette année aussi concerner de nouveaux publics, jusqu'à présent encore épargnés. Les étudiants, les travailleurs précaires comme les intérimaires, les salariés en CDD devraient être d'ailleurs les premières victimes de cette dégradation de la situation économique et sociale. Autre signe de la progression galopante de la pauvreté dans notre pays, le nombre de bénéficiaires du RSA va vraisemblablement augmenter de près de 9%. Pire, à Paris, dont je suis élue, cette hausse atteindrait même les 13% en 2020 et concernerait 70 000 personnes. Toutes les associations caritatives tirent le signal d'alarme. Au regard de l'ampleur du défi social que notre pays a à relever, il est malheureusement à craindre que le plan pauvreté que vous avez présenté soit insuffisant. Aussi, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures supplémentaires entendez-vous prendre face à une situation qui se dégrade et qui atteint malheureusement des records dramatiques? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée chargée de l'autonomie. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brigitte Kuster. Comme vous le signalez, la situation sanitaire entraîne des conséquences économiques désastreuses qui se répercutent bien sûr sur nos concitoyens. Nous n'avons pas attendu la crise sanitaire pour apporter des réponses aux besoins de nos compatriotes. La politique de solidarité nationale à destination des plus humbles a été renforcée pour permettre à chacun de surmonter les enjeux du moment. C'est pourquoi la stratégie déployée en 2018 a été rehaussée à hauteur de 8,5 milliards d'euros. Et puis, je voudrais vous ajouter que nous avons agi pour l'accès à la santé pour tous, sans barrière financière. Je pense notamment au reste à charge zéro pour les soins optiques, dentaires, auditifs. Le Ségur de la santé consacre 100 millions d'euros par an à la lutte contre les inégalités de la santé. Pour les plus fragiles aussi, la reconduction automatique des minima sociaux avec près de 3 milliards d'euros directs auprès de nos concitoyens. Ce sont des dizaines de millions d'euros qui ont été mobilisés pour assurer la mise à l'abri, l'accès à l'alimentation, la mise à disposition de masques. Je terminerai pour vous dire, madame, que lutter contre la précarité, c'est d'abord et avant tout l'emploi et par l'emploi. Et avec les ministres concernés, nous travaillons en cette direction, pour les plus jeunes notamment, mais aussi pour les 8000 emplois, par exemple, que nous allons dégager avec les associations intermédiaires vers les métiers de l'âge, qui en ont justement besoin. Et puis nous déploierons aussi, par exemple dans le département, 2000 bénéficiaires du RSA qui seront orientés vers ces mêmes métiers, là où on a du besoin. Vous voyez, lutter contre la précarité, c'est aussi 6,5 milliards d'euros qui seront mobilisés pour le plan Un jeune, une solution,
pour la formation, l'insertion et l'embauche de nos jeunes. Moi, je crois, madame, à l'émancipation sociale plutôt qu'à l'accompagnement uniquement de la pauvreté. Merci. Merci, madame la ministre. Madame Kuster. Oui, Madame la Ministre, le Sénat avait proposé un amendement pour défiscaliser les dons en fonction des associations caritatives, dit les dons Coluche, contre l'avis du gouvernement. Croyez-vous que cette solution pourrait être prise? Madame la députée, la parole est à madame Isabelle Roche. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la ministre, 220 000, c'est le nombre de femmes confrontées aux violences conjugales en 2019. 146, faut-il le rappeler, c'est le nombre de femmes abattues par leurs conjoints au cours de cette même année. Il y a un an, nous concluions le Grenelle des violences conjugales. Une mobilisation remarquable de tous les acteurs concernés dans toute la France. Des propositions, des attentes, des impatiences et un premier bilan à établir. Madame la ministre, vous annonciez récemment 23 mesures effectives et 20 autres en cours de réalisation. Parmi les premières, grâce notamment à notre travail législatif, 1000 bracelets anti-rapprochement, le dépôt de plaintes à l'hôpital, des filières d'urgence pour un traitement rapide dans les tribunaux, 15 centres pour les hommes violents, 20 000 nuitées supplémentaires pour la mise à l'abri. Mais tant reste à faire. Sur le document unique de signalement, sur la formation dans les établissements scolaires, sur les addictions qui renforcent les situations de violence, sur les 19-19. Madame la ministre, en cette veille de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, quel est le bilan de l'action menée et surtout votre calendrier? Parmi les voies critiques ou exigeantes au regard du Grenelle, la question des moyens financiers, notamment pour l'accueil et l'accompagnement individualisé des femmes, est mise en avant. Comment sera-t-elle prise en compte dans votre budget 2021? Enfin, nous savons que les périodes de confinement sont malheureusement propices à la multiplication des violences intrafamiliales. Au printemps, l'action publique et associative a su s'adapter rapidement. Qu'en est-il en ce moment où nous sommes notamment alertés sur la dégradation de la santé mentale de nos concitoyens? Madame la ministre, ce quinquennat est marqué par une crise pandémique sans précédent. Sa grande cause en sortira-t-elle renforcée? Merci, chers collègues. La parole est à madame Elisabeth Moreno, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Roche, merci pour votre question. Vous l'avez dit, il y a un an, le gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales avec pour objectif de mettre en œuvre des mesures qui permettent de lutter contre ce fléau que sont les violences conjugales. Et 46 mesures sont sorties de ce Grenelle. Et dès mon arrivée, j'ai décidé de convoquer les 11 groupes de travail toutes les 6 semaines depuis mon arrivée pour suivre l'exécution des 46 mesures qui avaient été prises. Alors, où est-ce que nous en sommes? Aujourd'hui, je peux vous dire que 100% des mesures qui ont été prises ou qui ont été décidées alors sont mises en œuvre et que 60% de ces mesures sont une réalité. Alors derrière ces chiffres, il y a des dispositifs concrets pour lutter contre les violences conjugales et protéger les femmes qui en sont victimes. Je veux citer notamment la généralisation du dépôt de plainte dans les hôpitaux pour que les victimes n'aient pas à se déplacer lorsqu'elles veulent déposer plainte. 53 hôpitaux aujourd'hui le proposent et 6 autres verront le jour d'ici la fin de cette année. Le déploiement des bracelets anti-rapprochement, 1000 bracelets qui seront déployés sur l'ensemble du territoire français d'ici la fin de cette année. Et puis, 1000 places d'hébergement supplémentaires qui ont été créées en 2020, auxquelles s'ajouteront 1000 places en 2021, ce qui fera au total, à la fin 2021, 7700 places d'hébergement pour accueillir les femmes victimes de violences qui doivent fuir leur foyer. Alors, je veux rappeler que l'augmentation sans précédent de 40% de budget de l'égalité approuvé par cette Assemblée, qui est une augmentation historique, sera utilisée pour continuer d'appuyer les associations dans le travail qu'elles font au quotidien et aussi pour mettre en place le 3919 qui est une ligne qui permet d'accueillir la parole des femmes victimes. Merci, la parole est à madame Isabelle Santiago. Oui, merci Monsieur le Président.
Madame la ministre, deux dates, le 20 novembre et demain, le 25 novembre. Des combats pour les droits des enfants et des combats pour les droits des femmes. Chaque jour, 200 enfants sont déclarés victimes de maltraitance. Le confinement a été une catastrophe pour les femmes victimes de violences conjugales et les violences intrafamiliales pour les enfants.